Bonjour, merci d'être là. Merci, j'espère que ça va se remplir un petit peu et qu'on sera plus nombreux pour partager ces expériences. Donc, je m'appelle Pascal Bertin, je suis journaliste, je travaille au Lab depuis sa création, depuis 2011. Donc c'est la 3e édition. Ce Lab est né en 2011 sur, à la base, l'idée de parler du métier du festival. Depuis cette année, il s'est quand même élargi à beaucoup d'autres choses que vous avez dans le programme. Ça parle d'innovation culturelle, ça parle d'Europe, ça parle de plein d'autres choses qui sont directement liées à l'activité, à la culture. Au sens européen du terme, voilà, tout ce qui est innovation, culture. Et depuis le début du labo, en fait, on a rencontré pas mal de festivals, évidemment vu que c'était un peu le sujet, mais c'était surtout des festivals de grande taille, en fait, des festivals qui avaient fait leurs preuves, des grands noms. On a eu des gens des Eurocaines de Belfort, des Transmusicales de Rennes, de South by Southwest, de Seagate, un peu de tous les horizons, mais généralement des noms assez importants. Et on s'est rendu compte que tous avaient globalement en commun des difficultés qui étaient d'ordre financier principalement. Enfin, globalement, on n'est pas tous sans savoir qu'il y a une crise économique, qu'elle touche un peu tous les secteurs, y compris celui de la culture et de la musique, du spectacle vivant. Et du coup, on s'est quand même rendu compte que tout ça, c'était quand même une économie qui était assez complexe, qui n'était pas forcément pérenne. Que les festivals, c'était quelque chose qui tenait autant de la passion que d'un sport d'endurance et parfois d'une aventure d'Indiana Jones, quoi. Et donc on avait même évoqué des festivals qui disparaissaient, alors soit définitivement, soit juste pour faire des parenthèses, pour histoire de se ressourcer économiquement. Du coup, pour cette année, on a eu l'idée, ça nous paraissait vraiment évident, de s'intéresser à des jeunes festivals, en fait, pour essayer de comprendre, en fait, comment en 2012-2013, on pouvait avoir la folle idée de monter un festival. Et voilà, c'est pour ça qu'on a réuni ce panel. On a donc quatre représentants de 3 festivals, 4 jeunes gens un peu fous, qui se sont lancés dans l'aventure globalement à peu près à la même époque, en gros vers 2010-2011. L'idée, c'est de comprendre, pas tant ce qui les a poussés à se lancer, parce qu'on imagine que les motivations sont un petit peu les mêmes que celles de leurs aînés, mais surtout de comprendre comment ils appréhendaient ce nouveau métier. Alors déjà, est-ce que c'était un métier pour eux ou est-ce que c'est un hobby? On va voir un petit peu, c'est peut-être d'ailleurs les deux, peut-être que l'un va entraîner l'autre, et puis essayer de comprendre, que ce soit au niveau du modèle économique, au niveau de la programmation musicale, comment ça se passait, toujours dans ce contexte de crise économique aiguë en Europe. Et vu que les bonnes vieilles recettes ne marchent pas toujours forcément, quelles étaient pour eux les nouvelles qui émergeaient aujourd'hui et qui permettaient de s'adapter au mieux à notre époque. Donc en gros, les questions, c'est comment peut-on tirer son épingle du jeu avec un événement en dur à l'ère du tout numérique, dans la musique comme dans la communication. On va essayer de comprendre où se trouve le point d'équilibre entre la passion, l'intelligence et cette forme de folie pour se lancer dans une telle entreprise. Et voilà, on va essayer de voir ça avec ces festivals qui n'ont en gros pas plus de 3 ans. 3 ans, c'est quand même assez petit. On s'est à peine marché à cet âge-là. On s'est à peine marché sans tomber, mais on est quand même loin de l'âge adulte. Et pourtant, un festival, ça n'a malheureusement pas le temps d'attendre la majorité des 18 ans pour être totalement tiré d'affaire. Donc, à ma droite, j'ai 2 représentants d'un festival qui s'appelle Balea Pop. Un festival qui s'est lancé en 2010 au Pays Basque, qui a commencé dans un petit village qui s'appelle Guétari, que je vous recommande vivement pour les vacances, et qui maintenant, en fait, le festival a déménagé, est pas très loin, est dans un autre village qui s'appelle Bidart. Donc j'ai Pierre Lafitte et Jeanne Boulard. Donc, ils vont se présenter tout à l'heure et puis ils vont un peu nous expliquer quelles sont leurs fonctions respectives. À leur droite, au milieu, nous avons Maurice. J'ai essayé de ne pas écorcher ton nom, je suis désolé, mais je suis assez mauvais en hollandais. Donc Spitzer, qui en gros est booker du festival qui s'appelle Pitch. Festival qui se tient à Amsterdam et qui a été monté en 2010, voilà. Et encore à droite, quelqu'un qui est bientôt un habitué du lab, enfin non, c'est que sa 2e participation, mais ça va pas tarder de devenir un habitué. Il s'appelle Oriol Pasteur-Creus et il est directeur d'un festival qui s'appelle Mira et qui se tient à Barcelone, lui, depuis 2011. Donc, j'ai déjà une première question par rapport à tous ces festivals. Peut-être qu'on va déjà commencer juste à faire un petit aperçu, chacun votre tour, pour savoir un petit peu quel est le type de festival, essayer de le définir,
voir comment vous vous situez et en gros une espèce de mini-fiche technique pour savoir un peu comment vous vous positionnez, quel type de festival vous êtes, le genre de programmation, le public que vous avez réussi à rassembler là depuis, en gros depuis 2-3 ans. On va commencer par Auriol. Hi. Okay. Well, Mira Festival, it's basically an arts and music research festival, as we say, and the main difference is that we make collaborations between music and visual artists, and we'll force them to collaborate during 6 months to have unique experiences in the festival. That's a big effort for us because it's not easy to coordinate all this music and all these artists. At the end, they are artists, and you know it's difficult to manage artists. But last 2 years, we were success in this item. And well, the main public we have are interested, mostly are professionals. I mean, designers or people that have something to do with visual arts and also music. In this kind of music, we program electronic music, but more focused to IDM or post-dubstep, dubstep, and also experimental music. Et donc en termes de fréquentation, je crois que tu disais c'était à peu près 1800 personnes par soir, c'est ça? Ouais. Okay. Donc ça c'est assez intéressant, en fait c'est vraiment l'exemple typique d'un festival de nouvelle génération, c'est peut-être le seul des trois mais il est quand même assez représentatif, qui a tout de suite intégré la dimension art numérique. Ça c'est quelque chose d'assez important, je pense qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Maurice? Oui. Alors toi Maurice, en fait, tu es quelqu'un, donc tu es depuis très longtemps dans la musique, tu es depuis longtemps dans la musique, tu as différentes casquettes, ton festival donc, que tu as monté Pitch est assez jeune. Alors, déjà, quel est ton parcours? Quelle est ton activité principale? Enfin, quel avait été un petit peu ton parcours avant de monter ce festival? It's a long story, but yeah, I've been doing Shortly. Shortly, okay. I've been doing this for 20 years, starting to bring in foreign DJs, artists to Holland, and that gradually progressed to me being asked to work for Live Nation in Holland, where I book loads of shows from the smallest club, 200 capacity, up to the biggest festival of 60,000 people. And in the course of the year, we saw a development that there are so many festivals in Holland, and 99% of them are doing the same thing. And we noticed a gap in the market, basically, for upcoming new electronic crossover artists, and especially in Amsterdam and the big cities. That there was a big demand for that. So we realized at a certain point we need to find the right site, festival site venue to set up a festival like this in Amsterdam, which we found very quickly. And within 6 months, in 2011, by the way, we started 2011 at that. We set up a festival, crossing over from very unknown electronic artists up to a little bit more known electronic artists and crossover artists. But yeah, that's gradually how we. C'est quelque chose qui est assez amusant et à la fois paradoxal, c'est qu'on a l'impression que, comme tu le disais, il y a de plus en plus de concurrence dans les festivals et pourtant ça encourage toujours, ça pourrait décourager, mais ça encourage toujours des nouvelles initiatives et des nouveaux festivals. Alors vous, de votre côté, au niveau de Balea Pop, comment vous avez vécu ça? Le fait qu'il y ait beaucoup de festivals, ça vous a plutôt encouragé, ça vous a donné des idées? Comment vous avez vécu Well, yeah, like I said, 99% of the festivals are. Was it a question for me or? No? Yes? But you can answer, it's okay. Alors nous c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals en France, mais dans la région dans laquelle on était, au Pays Basque, il n'y avait pas tant d'événements que ça, donc ça a été un peu le constat de départ. En fait, on a lancé le festival pour pallier un manque qu'on ressentait nous par rapport à une offre plus indé d'événements culturels. C'est ça qui nous a motivé à lancer Balea Pop.
D'accord. Et donc vous, en 2 mots, comment vous répartissez les rôles dans Balea Pop? Bon, on est une équipe, on est plus nombreux forcément que nous deux. Nous deux, on va dire, on fait la veille à l'année, parce qu'il en faut quand même. Donc à la base, on est un collectif, on ne voulait pas trop faire d'organigramme et de dire qu'il y avait des personnes qui avaient plus de poids que d'autres. Mais bon, c'est vrai que dans la pratique, on a été un peu obligés. Donc officiellement, j'ai le rôle de directrice et Pierre a le rôle de programmateur de musique. Alors vous avez tous un point commun, c'est qu'en fait, c'est votre première expérience de festival finalement. Aucun d'entre vous n'a travaillé dans un festival avant. Ça, c'était pas quelque chose d'effrayant quand vous vous êtes tous lancés? Je pense qu'au contraire, c'est un peu ça qui a permis de nous lancer, c'est qu'on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et je pense que c'est ça qui nous a vraiment donné la force et la motivation d'y aller. C'est la passion qui a parlé. Et il n'y avait pas l'usure et la conscience du danger peut-être? L'usure du métier qui peut parfois arriver. Yeah. Okay. I knew it was going to be risky, and we calculated that it would definitely be very, very risky. In fact, the first edition we had, we lost about 150,000 euros or something. That was a calculated risk because you know that when you start up a new festival, you have to develop over the years and grow in numbers to make it financially worthwhile. So yeah, it's definitely it's a huge risk, and you have to be a little bit insane to start it actually. And I think we all are, the 4 of us. Well, I think that in Spain you have to be already more insane to start something. I won't speak about crisis because it's a topic that's been discussed before, I think. Well, when we started, we calculated the risks and obviously the costs, and I think that we are managing quite well. We started with any subsidy, I mean, with a financial loan and personal credit, and we left it. We could pay it back. We're trying to pay it back, so it's not finished. But I think that in next years we are trying to attract more sponsors in Spain and leaving the public subsidies because it's not a sure matter. Et quand on lance un festival comme vous, est-ce que les modèles anciens, je dirais, sont des choses qui font envie? Est-ce que c'est les autres festivals qui vont donner envie, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez plutôt envie d'inventer une sorte de nouveau modèle et d'essayer de trouver d'autres choses, d'autres voies, des voies nouvelles? Si des modèles vous ont inspiré, quel type de festival a pu vous influencer? Ouais. Ce qui nous a influencé, c'est tous les festivals qu'on a fait avant. L'énergie qu'il y avait dans les festivals, on le ressent, on a envie de le retranscrire à notre sauce. Donc d'un côté, on est influencé, c'est sûr. Mais après, je pense que chacun de nous, justement, on a une idée, on veut créer un moment particulier. Autrement, je pense qu'on ne peut pas faire un festival juste pour faire du business, le truc. On amène tous les tripes. Je sais pas pour les autres s'ils avaient vu des expériences qui leur donnaient envie, mais moi j'ai jamais vu de festival comme le nôtre, mais c'est pas présomptueux, c'est qu'on amène ce qui fait notre différence. Non, mais ça fait partie aussi des questions que je voulais vous poser finalement. Est-ce que quand on crée son festival, est-ce qu'on fait pas le festival qu'on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas? Est-ce que c'est pas aussi un peu le but, finalement, une espèce d'accomplissement du rêve? Well, fulfillment of the dream, in a way it is. Usually you feel that there is a need to create a new festival, and that can, like you say, you can be inspired by other things you saw in other countries. It can be that you see a certain kind of art or music which is not represented on other festivals in your country or where you go to, and you hear around you from friends that why isn't there a place where we can hear this kind of music or this kind of vibe, and that starts to be your motivation to set up a new festival, and a combination of that makes it that it becomes your dream, and that you can that you have to put all your effort and all your power into it to get it off the ground.
Well, I was born and raised in Barcelona, so there are big festivals there. So this influence, Sonars or Primavera influence and clubbing influence was very big when we were children. So I think that's one of the reasons, because we started an electronic festival music. But the other part that has to be explored, at least in Barcelona, was visual art. And some countries like Switzerland or other, they have a long tradition with other festivals, and we thought that we had an opportunity in this field, in the arts visual field, at least in Barcelona. There are other festivals, obviously, that had inspired us, but I think you pick up different things from different festivals, and at the festival you would like to watch, to assist, and have fun. Enfin, je sais pas si on sait ce qu'on veut faire, mais on sait ce qu'on veut pas faire, ça c'est sûr. Enfin, on prend dans tous les festivals, on prend ce qu'on veut pas faire, je sais pas, des places chères, des moments pour tous, pour les enfants, même les parents, on avait envie de les accompagner, enfin voilà, on sait ce qu'on veut pas faire, ça c'est sûr. Donc vous avez plus des anti-modèles que des modèles finalement. Oui, et puis je pense aussi le fait que, enfin, en tout cas pour Ballet à Pop, personne n'avait de l'expérience du festival avant, on n'est pas du tout parti avec des idées préconçues, même sur la manière de construire un festival, de financer un festival. Et en fait, je pense qu'on s'est un peu jeté à l'eau comme ça. Et du coup, voilà, ça marche aussi parce qu'on le fait un peu comme on a envie et on n'a pas l'impression qu'il faut courir après un idéal ou une manière de faire. Alors justement, merci pour la transition. Comment est-ce qu'on se jette à l'eau? Par quoi on commence en fait? Est-ce qu'il faut trouver le lieu? Est-ce qu'il faut trouver l'argent? Est-ce qu'il faut tout trouver en même temps? L'équation, elle se résout comment au départ quand on a cette idée? On monte un projet, j'imagine qu'on écrit noir sur blanc, on va le soumettre. Comment ça se passe? Alors, je pense que tout ce que tu dis, c'est juste. Nous, encore une fois, la différence, on est parti, on rentrait de soirée et puis on était tous autour d'une table avec une bande de 10 potes et puis on a fait waouh, on a trop envie de faire un festival. C'est encore les ravages de l'alcool. C'est ça. Mais l'idée, en fait, elle était vraiment là. Donc, on a d'abord imaginé le projet, mais encore une fois, naïvement, sans penser à un lieu, sans penser à un budget, on ne savait pas, on avait juste l'envie. Et puis, après, voilà, on a été démarchés, on a pensé à une première ville où ils n'ont pas accepté. Et puis on est parti en voir une autre et là ils ont accepté et là on a fait bon voilà, maintenant on a le lieu, on a l'idée, c'est parti. D'accord. Auriol? First of all, it was a concept. Yeah, we were like more or less the same brainstorming. Alcohol always helps. Yeah. C'est au moins la première recette, on la connaît, c'est l'alcool. And then it was like, okay, now we have to find a place. In Barcelona it's not easy to find a place, because there are some council limitations about times and everything. Noise, well, it's complicated, and we found a new old fabric, was pretty cool, and was the second part that we believed in the project, saying, okay, it's a good place to do the festival, and then I think the money and all the other parts came later. I think that are important when you do this transition, but they're not the most important things that when you begin a new project. Okay, no alcohol for us. That's only after the festival when we start. Donc on a au moins un menteur dans le panel. Je ne comprends, mais basically when we started, it is first finding, seeing what if there's a gap in the market, if there's an audience for your idea. And if you're completely sure about that, then you start finding the right venue first, and you start to develop your idea with the rough basics, with the main ingredients, and then see if you can get it financed in a certain way, or how you get it financed. And if you can't get it financed in the first year, then see if you can do it over time. And we were really lucky finding an amazing site in the middle of Amsterdam. It's an old monumental place, all protected, etc. It's really, really, really cool. And my bosses liked the idea, and they said, okay, we give you the money. And then we took alcohol. So. Alors justement, tu parlais du financement. Pour le financement, comment ça se passe? Tous les festivals, en France, on sait très bien que pas mal de festivals bénéficient, peut-être de moins en moins, mais encore de subventions publiques. Il y a aussi une aide de tous les sponsors privés. Ça, c'est un modèle qui est relativement classique, le sponsoring privé.
Quand on est petit, comment est-ce qu'on fait justement pour essayer de convaincre des partenaires, qu'ils soient publics ou privés? Alors je sais que vous avez un petit peu tous le point commun aussi d'être un peu découragé par le fait de devoir faire des formalités administratives pour débloquer des fonds. Ça, vous allez peut-être me le confirmer. En gros, c'est un peu le parcours du combattant pour vous tous. Oui, on n'a même pas foncé là-dedans quasiment, parce que oui, on savait qu'on allait décourager, mais on n'a même pas vu les dossiers. Enfin, on n'y est pas allé là-dedans. Mais le modèle économique, à la base, on book un artiste, il vaut tant, la buvette, on a des gros buveurs au Pays Basque, ça tombe bien, donc toujours l'alcool, et à la fin, recette, on est une asso, pendant l'année on fait des événements s'il faut se rembourser ou pour payer les artistes en amont. Après, on a la chance, on essaye aussi, justement, ici, de rencontrer des artistes, de parler avec les gens, d'expliquer notre projet. L'année dernière, des personnes comme James Hotland, Conan Mocassin, sont venus, on leur a proposé le projet, venez découvrir le Pays Basque, et voilà, découvrir, c'est plus que ça. Mais c'est beaucoup d'affinités, en fait, pour nous. Après, je pense que, dans ton cas, avec les arts numériques, c'est peut-être plus dur, justement. C'est bien que tu poses des questions aussi. Well, as visuals, you mean? Yes. Well, for us, installations or visual arts, they don't bring us money. It's like investment in concept. What brings you money, because there is no culture for visual arts, at least in Spain, what brings you money is music artists or names. That's all. The other part is, I think that we lose money, but we think that it's good to invest in this part. That's our moral. What else was the question at the end? Là, la question portait sur le financement, c'était ça. We started with no subsidies, then we had a small public subsidy, but we don't trust anymore in public subsidies, but because in Spain they don't pay it to you. So they say you have a public subsidy, but then you don't get the money. So you increase, it's pretty cool, because you increase your festival in 20%, 30%, you bring new artists, big names, or you spend more money, and you don't have the money. So you have a problem. And in this first edition, I think we asked for some little money, but it has to be like at 5, maximum 8% of your budget. Other way, if they don't pay it to you, you have a problem. That's what we try to avoid this year. Et toi, Maurice? Well, I try to stay away from subsidies and tons of paperwork and filling out whatever. That's I can't handle that. Plus, I have I'm fortunate that I work for a company like Live Nation, which of course has a big bank account and can take calculated risks. And if I can convince the board of directors basically that I have a really good idea and that it's going to work out in the end, in a couple of years, they're willing to invest in it. The bad thing about it is, of course, that if you even wanted to apply for subsidies, etc., usually you're looked at as the big commercial company, and foundations, etc., who are giving subsidies are usually very hesitant to do that. So for us, it's a commercial enterprise in that way. I still have the same background and problems as you have, that you still have to convince a lot of people, and you really have to believe in your idea and talk about it, else you will not get it off the ground. I think that is similar all over. If you want to start up a festival, believe in it, have a really good idea, and talk to a lot of people and partners to get it done. Exactly. Power. Mais donc la conséquence de se priver de subventions publiques, c'est justement de devoir faire appel à des sponsors privés. Comment on fait ça justement? Ça nécessite d'avoir des contacts en amont, ça se passe comment? Je crois que c'est comme disait Maurice, si on croit assez dans le projet, on arrive à communiquer cette fois, et on a la chance de rencontrer des gens qui veulent bien prendre le risque avec nous. Et au final, c'est un cercle vertueux, parce que c'est là aussi que c'est un groupement de personnes qui pensent et qui croient dans les mêmes choses.
Et ça se reflète aussi du coup sur l'esprit général du festival, sur l'atmosphère, c'est-à-dire que si les artistes adhèrent, si les partenaires adhèrent, si le public adhère, bah, ça fait quelque chose de très juste à un moment donné, parce que tout le monde croit dans la même chose, et ça crée des vrais moments un peu extraordinaires, un peu hors du temps, parce que voilà, on est tous derrière ça. Et voilà, après c'est contourné aussi, c'est peut-être pas pouvoir se payer des énormes têtes d'affiche, mais du coup c'est aussi, ça nous pousse à développer d'autres activités qui sont peut-être moins onéreuses, mais qui ont tout à fait leur place d'être là. Voilà, bon après c'est un équilibre toujours, je pense, à trouver. Le fait de travailler avec des marques, avec des entreprises privées, donc ça c'est quelque chose qui signifie qu'ils ont de plus en plus de poids dans la vie du festival. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe malgré tout en bonne intelligence? Comment ça se passe concrètement? Tu disais qu'il y avait effectivement des gens mais concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Comment ça se passe pour eux? Et quelle est votre relation avec eux? En fait, dans l'absolu, je ne sais pas s'ils y trouvent. En fait, moi j'ai toujours du mal à, par exemple, quand on conclut un partenariat, oui, alors en échange, tu auras ton logo sur tout le plan de com. Ouais, ok, bon, est-ce que vraiment tous les festivaliers regardent les logos? Je suis pas sûre de ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même les partenaires qui nous suivent, c'est aussi développer avec eux des moments où ils pourront être mis en avant autrement je sais pas comment expliquer, mais par exemple essayer de faire des temps forts avec eux, en fait qu'ils puissent montrer voilà, une partie aussi artistique de leur marque, et je pense que c'est ça qu'ils cherchent en fait en adhérant dans des festivals. Vous êtes d'accord? Well, with the partnerships, what we try to do is creative partnerships, because this exchange love and money, it doesn't work, and the partners, they don't want it. So they start to don't want it. But you have to give the ideas, and that's an effort for us, I mean for the festivals, because you have to go to a partner and say, okay, we are doing a creative partnership, and we will do some artistic performances, you will be part of these performances, but I have to, for example, draw the structure that they don't pay me. I have to do some things that they don't value it. Sometimes, of course. And in this sense, I think I heard once that some festivals, depends on the trademark, they started to control also the artistic program. That's one thing that I don't know why in the small festivals it shouldn't be like that, because we have to sell a concept and we have to do what we want to do. In big festivals, when it depends on a lot of money, jobs and everything, I can understand it. But all festivals, depending from the size, they should maintain, I mean, this kind of independence, at least artistic program. Yeah, I think when I heard your story, I think that there was one thing you said which you find at the moment that private companies and brands are looking for. And what they're definitely not looking for is just putting their logo somewhere. You find more and more that brands and private companies, they really want to have something out of your festival as well. They're asking money from them. What do they get in return? That is always the big question. And the first thing we're going to ask is if the audience which will come to your festival has a connection with their brand. And how are they going to develop that? And if you can find like good ideas to develop their brand on your festival, and make a good connection with that and a good communication plan, then it's relatively easy, I think. I mean, with pitch, we don't have any problem with finding commercial brands sponsoring the festival, as long as we can deliver what they want. Nous, on a refusé cette année des gros sponsors. Enfin, on ne s'y retrouvait pas, on savait que ça allait pas marcher. Les gens sont toujours cool en face, surtout c'est des gens de notre âge, ils bossent dans les grosses boîtes, ils sont toujours sympas, mais on sait que ça va pas marcher. C'est parce que c'était des jus d'orange, non? Vous vouliez plutôt de l'alcool? C'était de l'alcool, des gros trucs d'alcool. Il fallait que le festival prenne des couleurs un peu vertes, et on n'aime pas trop le vert au final, donc on a laissé tomber. Ça allait pas avec le logo. Et donc, même si tous, donc, chacun de votre côté, vous n'avez pas de subvention publique, est-ce que malgré tout, vous avez senti qu'avec la première édition, entre la première, la deuxième et la troisième, quelque part l'attitude de la ville ou du village a quand même changé à votre égard quand ils ont vu ce que vous étiez capable de faire? Alors vous, c'est un peu spécial, parce que vous êtes passé de Bida...
Oui, en fait, c'est pile l'année où ça aurait pu... voilà, parce que c'est vraiment à la 3e édition, celle de l'année dernière, que ça a pris l'ampleur voilà, qu'on souhaitait. Alors, en fait, c'est pas tant au niveau de la ville, parce que on faisait ça dans un tout petit village. Oui. Et le maire, il a 80 ans, donc déjà, pour lui, c'était juste un effort incroyable de nous permettre ça. Et on le remercie infiniment. Non, là où c'est drôle, c'est tous les commerçants de la ville. Au départ, la première année, on est arrivé, on a fait bonjour, on est Bella Pop, vous voulez pas, je sais pas, offrir 2-3 repas aux artistes. Tout le monde nous regardait, bon. Et l'année dernière, en fait, ceux à qui je pense ça a le plus embêté qu'on parte de ce village, c'est les commerçants. Donc voilà, mais bon, on est obligé on va reprouver un peu ce qu'on sait faire à Bidart. Puis voilà, mais bon, encore une fois, c'est une course dans laquelle on n'est pas trop chaud. Non, mais après, c'est pas forcément une recherche de subvention, c'est aussi une aide matérielle, logistique. C'est plutôt ce genre de choses auxquelles j'ai pensé. Ouais, ça, on a beaucoup de chance. Dès la première année, c'est en fait, je pense ça aussi qui a fait que le festival a pu naître. C'est que la première année, le budget, je crois qu'il était de 3 500 €. Et on avait des aides matérielles qui étaient immenses. Enfin, tout le catering, c'était offert. Voilà, les dégustations de vin et tout ça. Donc voilà, c'est bon mélange. Maurice, effectivement, Amsterdam, c'est sûrement très différent de Bidart et Guétari. Toi, par rapport à la ville, comment ça se passe maintenant? What exactly do you mean versus the city? En fait, la question que je posais, c'était par rapport à la façon dont la ville considérait le festival entre la théorie avant qu'il existe et ensuite après les différentes éditions. Est-ce que l'approche a changé? Est-ce que les relations ont changé en voyant ce que vous étiez capable de faire? No, it's a bit difficult to tell, but the city itself, there are so many events taking place in Amsterdam. So the city actually rather have less events than more events. Now they don't have much control over specific sites. That is usually, I won't go into detail about that, but it's regulated by other people. But they do, of course, you have to negotiate with them and talk with them on regarding services like police and fire departments, etc., etc. To start up a new event in a city like Amsterdam, you have to have a really, really strong story, really strong plan to cover all those aspects to make it work. I must say, in the first year, we got the Amsterdam city was pretty skeptical, but over the 3 years, they found that we organized everything perfectly. That's their main goal, of course, that everything is safe properly. There are no, how do you say that, no incidents. And we managed to do that very well and proven that we can set up a proper festival right in the center of Amsterdam. And that's why the relationship with the city at the moment is really good. But that makes it much different, I think, with your in a small village and a city like Amsterdam. Bien sûr. Toi aussi, Oriol, tu es plutôt avec Barcelone. Comment ça se passe? J'imagine que là aussi, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de concurrence. Yeah, Barcelona is full all year. I mean, I read there were like 100 or something like these festivals. I mean, small, big, and that's what we do at the festival in November. It was also a reason to avoid all these, this mass of festivals between May and September. It's like the 80% of the festivals. And well, what we get from the council, from the first year, we get facilities and equipment. I mean, the place where we do the festival. Any material, we have to pay materials and everything. All this production, technical production we paid. And this year, in November 2013, we are opening a new space in the center of the city because we are doing a live visual lab for visual professionals, and they facilitate us also the space. So it's mainly a space, and some parts they pay us security and these cleaning firms that help us, but that's all. D'accord. Non, mais c'est vrai que quand on voit la relation qu'a les Nuits Sonores avec Lyon, on est tous ultra envieux d'être ici Dans la chambre du maire. C'est ça, nous on demande la place du village, ben non, il y a les danses basques. Enfin, bon, voilà, c'est toujours de la négoce. Là, Là, c'est juste inespéré. C'est rare. Ouais, Ouais.
Et donc tout à l'heure, Jeanne, tu as commencé à parler justement de la polyvalence et de l'activité tout au long de l'année que vous aviez en dehors du festival. En gros, vous, comment ça se passe pour l'équipe en dehors du festival, même s'il y a dû y avoir beaucoup de semaines de stress et de rush avant le festival, mais en gros, votre vie toute l'année, c'est quoi? Est-ce que vous avez d'autres activités complémentaires? En gros, est-ce que vous vivez du festival? Alors non, nous on ne vit pas du tout du festival. D'ailleurs, on ne fait pas du tout ça pour en vivre. Pierre et moi, on y travaille plus ou moins à l'année, bon, même si réellement on s'y met à partir de janvier, hein, entre septembre et janvier, bon voilà, il ne se passe pas grand-chose. Sachant qu'il a lieu donc en juillet. Ouais, il a lieu au mois d'août. Bon, nous, je pense que le deal un peu qu'on a, c'est, voilà, on y travaille un peu plus que les autres, mais vu qu'on est les deux seuls de ce métier-là, c'est une énorme carte de visite pour nous, quoi. C'est-à-dire que depuis, à côté, on a une agence de production événementielle, c'est la meilleure carte de visite qu'on peut avoir, et à ce moment-là, voilà, les gens viennent nous embaucher parce qu'ils savent qu'on peut mettre ça sur pied. Après, tous les autres intervenants ont d'autres métiers à côté, et pour la plupart, ça n'a rien à voir avec le secteur culturel. Voilà, et c'est ça aussi qui est génial, c'est-à-dire qu'on s'est tous un peu formés sur le tas, et certains ont découvert des petits métiers dont ils mettaient la casquette au mois d'août pendant Ballet à Pop, et c'est rigolo, et je pense que pour eux, du coup, c'est un espèce de souffle, une parenthèse dans leur quotidien, et c'est ça aussi, je pense, qu'ils retrouvent dans le festival. Oui, mais après, il ne faut pas oublier, on est quand même à la base un collectif d'artistes aussi, où on est tous du Pays Basque. On a fait ce festival pour les artistes à la base, parce qu'il n'y a pas de scène au Pays Basque électronique à la base. Donc eux aussi, à l'année, les artistes, tout le monde est gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi monté en label, parce qu'encore une fois, on ne se retrouvait pas forcément dans tous les labels, donc on a monté le nôtre. Donc voilà, toute l'année, ça continue. On a des sorties. Donc en gros, vous avez quand même des activités qui sont directement liées au monde de la musique, du festival, périphériques, mais cohérentes. Ouais. Oriol, toi, l'année, c'est quoi en fait par rapport au festival Mira? Est-ce que tu as d'autres casquettes et qu'est-ce que tu fais concrètement entre-temps? We started the festival in January with obviously financial things and booking, and during the year our objective this year is to program other things for the city, but it's quite difficult because it's our only third year and we have to concentrate and put all our effort in November. So what I do out of the festival, so I work for I have a firm, consultancy firm for cultural projects and financial projects, and that's what I do. We are not professionals. We are a team of, the core is like 6 people, and then during the festival we're like 30, 40, like all festivals, or 60. But yeah, we have to manage it, working weekends, vacations. Mais a priori, ce modèle d'activité complémentaire, c'est quelque chose que vous sentez comme provisoire, ou à terme vous aimeriez être des professionnels du festival? Est-ce que vous avez une vue par rapport à ça? I would like to be a professional, for sure. But I don't know if I have to read Lady Gaga or something like this, because now, I need, with this concept, with these small festivals, till you reach, I don't know how many people, 5,000, 10,000, 20,000, it's difficult to live the whole year of this project. So at the beginning you have to manage all things like you, I think, guys, like working for other projects, and I think this third year we're dedicating more time to our project, our Mira Festival, in terms of time and in terms of also effort, and I hope in 2-3 years we can at least pay 2-3 salaries to professionalize it. It would be very good. I would be happy. Yeah, I think with me it's different, of course. It's my job. I book festival. We have about 15 festivals and do about 1,000 club shows, plus all the bigger shows in big arenas and stuff. So no holiday for me. I'm just booking shows and festivals and more festivals and other festivals. And when I think it's finally over,
the new season starts and I have to start booking for the festivals again. So that's it. That's it. Et donc par rapport à la programmation, pour le coup, parce que c'est quand même un peu le but du festival, tout à l'heure vous disiez chez Balea Pop que vous aviez réussi des jolis coups en vous arrangeant, voilà, avec Conan Mocassin, tout ça, vous aviez eu des relations un peu privilégiées et tout, mais globalement, comment ça se passe pour une affiche, comment on rivalise, comment est-ce qu'on arrive à s'aligner, la concurrence est de plus en plus rude, les cachets sont de plus en plus élevés pour les artistes. On s'aligne pas, on peut pas, c'est les chemins de traverse, encore non mais c'est toujours la même chose, on peut pas, on envoie un mail, on reçoit, enfin non on peut pas, mais justement le fait les gens, à Balea Pop du moins je pense, on a réussi à créer justement un état d'esprit où les gens maintenant on peut revenir peut-être, même James Hovland et Conan ça nous a donné la carte, la crédibilité pour, et maintenant on peut revenir à des choses qu'on peut faire, on sait faire. Après, je crache pas que je trouve un bon artiste pendant les nuits sonores. Y a pas... Mais non. Mais a priori, on serait tenté de croire qu'un jeune festival serait plus apte à travailler avec de jeunes artistes. Ah oui, c'est notre but. Ne serait-ce que pour les tarifs et pour l'esprit. C'est pour ça que je te dis quand on revient à ce qu'on voulait faire peut-être dès le début, c'est parce que nous à la base c'est vraiment la musique émergente. Et après on a les réseaux, et là par contre c'est facile avec les réseaux, avec les gens qu'on connaît, avec tous les labels de musique, les groupes. On travaille beaucoup avec par exemple Bordeaux, le collectif Iceberg, où il y a maintenant Petit Fantôme, Crane Angel, JC Satan, ça c'est des amis avec qui on a travaillé depuis le début, ici Down Records, Vophonique qu'on fait jouer cette année, enfin voilà, c'est que des gens, on crée le réseau et je pense qu'on montera tous ensemble. Toi, Auriol, c'est plutôt une chance d'avoir justement cette dimension art numérique pour ne pas avoir à lutter sur la musique. Comment tu vois la... Yeah, well, we were talking about this before, because when I ask a prize for an artist, it's like I don't know, if Football Club Barcelona asks for a player to a team. So because I come from Barcelona and there are other big festivals in Barcelona, they send me like 2 times, 3 times the price of the artist. And that's what we have to fight usually. So we have to say, no, we are a small festival, but we are in Barcelona. Yeah, but we don't have money, you know. And this week happened because we were asking for an artist, and a club from Barcelona was doing an offer for this artist, and the price was like double, 3 times our price. And our price was inside the market, but we cannot compete with clubs or with bigger festivals. So what we do, so other artists that came last year or the other edition, they speak very well about us, and they say, hey, these guys brought me to eat paella, and they are very cool, and you know, you have to pay things, food, drink, I don't know, to feel the artists and the people comfortable is the only way you have, because you cannot compete in price, so you're sold. Well, we have a little bit of a different strategy. we have to grow, our strategy was from the start that we have to grow to 20,000 plus people, which hopefully this year we're going to get to the 20,000. Which means that you need a certain level of artists / headliners. I mean, headliners are always relative, of course. So we do need to compete with to a certain extent with a lot of the other festivals. But we've chosen our place and time in the calendar, beginning of July, in Amsterdam. It's the same weekend as, for example, Roskilde Festival and Rock Werchter, which are huge festivals. Of course, we cannot compete with them for the major headliners, but just a level below that, it makes it very interesting for artists to travel from Belgium to Holland to Denmark, because it's really close. So that proved to be very fruitful, and we can, for a relatively good price, can still get pretty decent, very good headliners. I mean, we're still talking about quite a lot of money, of which I'm thinking as well, like, should I really pay that? But in the end, I have to pay it. Ouais, parce que nous, à la différence, on n'est ni à Barcelone ni à Amsterdam, petit village, l'été il y a beaucoup de festivals, pour qu'ils viennent jusqu'au Pays Basque. Là par contre, direct, Denis, c'est où le Pays Basque quasiment, enfin, les bookers, et c'est jamais sur la route, enfin, voilà, c'est tout compliqué. C'est pour ça que d'autant plus il faut avoir des relations avec des gens qui imposent. Conan, il a imposé de venir là, il a dit je veux être là à ce moment-là, le booker, il pouvait rien dire. Enfin voilà, donc nous on est vraiment obligé de créer cette relation-là. Ouais, et puis en plus, il y a un point à relever,
c'est que les bookers, c'est souvent des gens qui sont par exemple dans des grandes villes type Paris. Donc un artiste qui tourne sur Paris, ok, peut-être que son cachet c'est 10 000 euros, mais au Pays Basque, il est inconnu au bataillon, donc le payer 10 000 euros pour avoir 3 fans, là aussi c'est compliqué. Et on en a pas mal de groupes qui pour nous sont des groupes émergents, où on se dit voilà, on serait ravis de les faire découvrir à notre public, sauf que c'est déjà des cachets immenses. Et vu qu'on parle pas en direct avec les artistes, on peut pas leur vendre la philosophie du festival, ça aussi c'est compliqué. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi l'originalité des festivals émergents, des petits festivals, de ne pas jouer la carte de la tête d'affiche, des gens qu'on voit partout, et de proposer quelque chose d'un peu différent, voire même local, couleur locale? I think it depends on what your model and what your expectation is a little bit. I mean, we're not focusing mainly on headliners at all, but we do need it to get, especially in such a competitive market in Holland, where you just do need the numbers. Typiquement, Maurice, pour toi, une tête d'affiche, c'est quel type d'artiste? Qu'est-ce que tu aurais comme exemple? Okay, when I say headliners for us, for this year, headliner is Disclosure, James Blake, Jamie Lydell, Trenton Miller, Fat Freddy's Drop, Hudson Mohawk, Power. Those are the little bit more mainstream, bigger names, and you're talking about let's say the 20,000-30,000 euro region as fees. But below that, we have quite a lot of venues where we do totally unknown stuff. And of course, the whole idea is that you get a certain broader approach with the bigger names, but also confront them with new upcoming artists, and let them see, hey, you know, I never heard of this artist, but this is great. I mean, we got so many, I can't even start. I have about 40, 50 other artists which probably nobody never heard of. And that's our model, to at least get the growth in, and to get above this 10,000 people, but still bring them new and unknown names. Auriol, quelque chose à ajouter, non? Non. Et par rapport à cette approche finalement qui est assez prudente et raisonnable, enfin que vous avez tous, j'en ai oublié ma question, mais elle va revenir. Par rapport à cette approche, oui, plutôt prudente, raisonnable, est-ce que malgré tout, vous n'avez pas en tête l'espoir et l'idée de croître gentiment pour quand même atteindre à un moment donné un espèce de niveau critique où vous serez peut-être un peu mieux perçu un peu partout par les bookers, par le public? Voilà, comment est-ce que finalement on gère une croissance en douceur sans avoir les moyens de croître trop rapidement finalement? Nous déjà, la croissance elle est vite vue parce qu'on n'a pas vraiment de lieu pouvant accueillir beaucoup de monde. Déjà vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc là, cette année, on a un nouveau lieu qui peut accueillir 2000 personnes par soir. Pour nous, c'était limite le but. On a commencé au départ avec, 400-500 personnes. L'année dernière, on était à 1008. Si cette année on est à 2000, on est ravis. Donc après c'est sûr qu'on pourra changer de lieu, mais on sait que du coup, on ne tombera pas peut-être dans des lieux aussi particuliers, ça sera plus des champs, alors du coup c'est moins original. Donc c'est encore une question d'équilibre, mais c'est vrai qu'après par rapport à la légitimité, c'est vrai que l'année dernière, encore une fois, on en revient, mais d'avoir eu Conan Casino ou James Holden, c'est sûr c'est un argument qu'on met en avant, parce que déjà pour des groupes ça peut les séduire. C'est ça aussi qui nous a permis d'atteindre les 1800 personnes, parce qu'au Pays Basque, il y a à la base, si personne ne vient nous voir, il n'y a pas non plus un public immense. Donc voilà, il faut quand même savoir à un moment donné, je pense, prendre des petits risques, qui pour nous peuvent être des gros risques. Par exemple, faire venir James Holden, qui nous a appris David, ça avait quand même un coût. On était là, on fait pas. Si on était resté sur les chiffres de la deuxième édition, ça aurait été la cata. Au final, on a vu que ça paye bien parce que le risque a été pris et il a été plus que remboursé. Donc voilà, je crois que voilà, il faut se dire que pour certaines choses, voilà, on se jette à l'eau et on voit. I'm lost in translation. I mean, the question is again. No, you spoke it boom. La question, c'était la question de la croissance en fait. Est-ce que finalement
les limites un peu obligatoires que vous avez pour grandir raisonnablement, ne pas jouer sur les têtes d'affiche qui coûteraient trop cher. Voilà, est-ce que malgré tout, c'est quelque chose qui ne vous empêche pas de prévoir une croissance quand même relativement raisonnable pour pouvoir espérer à terme gagner en légitimité, par rapport à votre nom, par rapport à votre marque, pour quand même pouvoir négocier plus facilement et attirer des artistes que vous ne pourriez pas avoir aujourd'hui? Yes, I understood. Okay, well, I don't think it's difficult to calculate when it will happen. I mean, at first, the very first, we have to consolidate our space. As we said, it's very important because there are many options in Barcelona to do in different venues, different activities. But it's very dangerous because you cannot focus on your main activity. And I think in this, for example, this year we will do the festival in the same venue in the Old Fabric. But because we finish the festival at 2 o'clock in the morning, people were asking us that they wanted more party, more party. Ours is more like an experimental festival, but also dancing, but the people want more and more. So we agreed this year with some clubs in Barcelona to continue party, and that's one of the ways to increase public and increase, the venues in Barcelona without risk, because these clubs have already the production, so you don't have to pay all the production. They were already programming, so you take advantage of their programmation and you collaborate. This is a way, I think, to increase without risk in this kind of collaborations. Yeah, for us it's just I think we're in a bit of a different position because we already have quite good interests with some of the headliners and those bookers, etc. And yeah, for us it's just a matter of getting the right program every year and getting the right lineup every year, and see if you can get commitment from the audience to your festival to start buying tickets relatively early, sometimes even without a lineup. And as soon as you have that connection with your audience and there's urgency for them to commit to your festival, that's where the actual growth lies. And I think that in the course of the coming years, we probably manage to do that. Mais toi, Maurice, typiquement, par rapport aux têtes d'affiche dont tu parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui te satisfait parce que tu fais des têtes d'affiche de qualité dont tu as les moyens, ou est-ce que tu aimerais quand même avoir un peu plus de moyens pour faire encore un peu plus connu et faire un festival encore légèrement plus large finalement? I would like to have additional means to go and get maybe some bigger headliners, though they have to be spot on. It's not like just a matter of getting some names together and throw them on a lineup or something like that. Yes, There are very certain, very specific names which are perfect for pitch and perfect for that audience, 100% spot on, but are just really, really expensive. So I would like to have the means for that. And yeah, the way to create that is to get more, like I just said, more commitment from the audience, that they start buying tickets earlier, and see if you can grow a little bit in numbers if the site permits it, of course. At a certain point, there's a limit to your venue, to your site, how many people you can get in. And yeah, if that happens, then I can start looking at next level. Par rapport à vos secrets de fabrication, est-ce qu'il y a vraiment des choses un peu différentes de ce qu'on peut avoir dans les festivals un peu classiques chez vos aînés, ou est-ce que finalement ça reste du classique par rapport à la communication? Il y a Internet qui est arrivé depuis quelques années déjà, je pense que tout le monde est au courant, qui n'étaient pas au début des grands festivals quand ils étaient là et qui communiquaient différemment. Vous, est-ce qu'on peut dire qu'Internet, déjà, ça vous facilite les choses? Est-ce que vous avez des festivals qui sont un peu adaptés à l'ère du numérique? Ou est-ce que finalement, vous utilisez ça comme un peu dans tous les corps de métier? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des festivals de l'ère Internet, ou est-ce que juste vous êtes de nouveaux festivals? Yeah, I think we can. Of course we are. No, yeah. I mean, the whole communication plan and promotion plan for Pitch was totally based around internet and especially Facebook, of course. That is,
day and age. Communicating, finding your audience, knowing who your audience is, where they are, and finding the right way of communicating with them is absolutely essential. If you can't work that out, then I think at this day and age you can spend money on big names as much as you want, but I think there's much more to be gained to find the right communication with your audience. Pour vous aussi, à Balea Pop, le community manager, ça a remplacé le bon vieux responsable communication. Nous c'est vrai que tout est basé sur, on va dire Facebook. Facebook aussi. C'est surtout Facebook, les affiches, ça sert plus à rien. Mais à l'inverse, un peu comme les vinyles. À l'inverse, on adore maintenant faire des très belles affiches sérigraphiées qu'on vend limite à l'intérieur, qu'on va mettre dans des endroits. Et encore une fois, c'est un plaisir plus que vraiment une stratégie de com, et encore que, parce que les gens repartent avec, c'est aussi, ça fait parmi, enfin voilà, ça parle aussi grâce à ça. Après, moi je veux pas dire que nous on n'est pas trop rentré dans l'ère du numérique, peut-être plus parce qu'ils sont spécialisés, mais c'est pas basé là-dessus, on n'a jamais la community manager, ça reste, c'est la petite sœur de Jeanne qui, voilà, c'est un état d'esprit où on l'a mis là, elle s'éclate et ça retranscrit aussi notre esprit, fait, voilà. Oriol. Yeah, well, we started the first year, we did some posters, flyers and everything, but they went up on the floor and nobody cared about it. So that happens, this physical communication, I mean, it doesn't work, at least in Barcelona, or I think it's everywhere. And I prefer to spend this low budget that we have in communication, more in artist concept and this space design, for example. Have a low communication budget and we pay some campaigns in Facebook, some little campaigns is the only thing we pay, and some what else? Facebook. That's all I think. Well, three magazines, specialized magazines in Spain, and international. I think Resident Advisor is the only one international we have. Miguel. Mais tu vois, ils sortaient le fly, nous cette année on n'a pas fait de fly, mais on avait par contre des cartes qu'on donne, mais, parce qu'il y a encore ce côté-là. Ça c'est très old school. C'est très old school, mais en même temps c'est relationnel. Je te donne la carte, tu vas la garder, il va là, on est revenu à ça, ça sert à rien, enfin ça sert à rien, excuse-moi, de faire des flyers. I'm sorry, I lost the question here. No, there was no question. There was no question, yeah? I thought so, yeah. Tout à l'heure, on a parlé de la concurrence qu'il y avait entre les festivals. Est-ce qu'à l'inverse, des jeunes festivals, est-ce que ça aurait un sens? Est-ce que ça vous est d'ailleurs déjà arrivé de mutualiser, de travailler en intelligence avec d'autres petits festivals de votre taille, de voir sur certains artistes, de pouvoir organiser non pas des mini-tournées, mais que vous puissiez échanger avec d'autres festivals sur une date, voilà, pouvoir prolonger une tournée pour pouvoir chacun profiter. Ça a un sens, ça pourrait s'imaginer. Comment ça se passe? Well, in a way that is already happening, in the sense that is a bit the job of the agent. The agent, of course, is responsible for finding the right places for his artists and also looking at routings and tours, etc. So a big part of that kind of job is by the agent, by finding the right places. Of course, it can be very profitable and good for certain festivals to be in contact with each other, to see what is happening when and which artists are having plans when, to see if you can combine. On the other hand, there are some artists, and especially if you want to have like special projects, which I think you want to have with your visual combination with music and visuals, to see if you have several festivals who can make that combination as well and convince the artist to put effort and time in that specifically for those couple of festivals. Et toi, Oriol, pour Barcelone, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler avec d'autres festivals et de mettre en relation? Well, I'm starting now to try to work with other festivals, because I think for small festivals we have to take advantage of these scale economies. Obviously in booking and I think in travels when we want to bring an artist from USA or I don't know Japan, so it's very costly and we have to
to manage it together, it would be better. The thing is that we start with good purposes, but your day to day, you're busy, and it's difficult to coordinate this cooperation with other festivals. I mean, ideas are good, but you have to calculate your effort, time that you're gonna put in this collaboration. I don't know, I think this year we'll try it with 1 or 2 festivals to do something, at least in these visual arts or installations. I think that we could manage it better. I don't think if we could manage it in music, because it depends on the tour, it depends on the agents. We're doing it in November, so in November there are no more tours, no more artist tours. But, or at least, I think that less than in August or in September. But I think we have to manage it, and this year I think we'll try to do something together with some festivals. I mean, they program visual arts and they program installations, and that will be our first step in this side. Nous jusqu'à maintenant, quand on a lancé Ballet à Pop, il y a des amis qui ont lancé aussi un festival plus dans les terres, donc on n'a pas vraiment travaillé ensemble, mais on part du principe qu'on part dans la même voie. Mais cette année, on aimerait développer une journée un peu professionnelle, donc c'est complètement European Lab qui nous a donné cette envie de convier des collectifs, des associations, des labels, enfin en gros des petits activistes comme nous. Et donc l'idée cette année, c'est pas du tout d'atteindre un but, mais c'est peut-être de se poser des questions et de voir comment on pourrait travailler ensemble, parce que bon, évidemment, on peut se dire oui, ça peut être plus facile de faire des mini-tournées si on est plusieurs. Est-ce que dans la pratique, c'est vraiment possible? Ça, je sais pas. Mais je pense quand même qu'il y aurait des outils à développer qui nous permettraient de mutualiser des choses, même en termes de communication. Moi, je me dis peut-être qu'une espèce de plateforme sur le net qui regroupe un peu des événements qui sont dans la même voie, ça permettrait d'attirer peut-être plus de monde. Parce que chaque petite structure a quand même son petit groupe de fans et ça peut être pas mal d'essayer de mélanger tout ça. Voilà, mais là pour l'instant c'est vraiment que des suppositions parce que on n'a pas encore fait ça, donc je sais pas si dans la réalité ça peut être gérable. Si c'est viable ou pas. Voilà. Et sachant que ça serait plutôt au niveau régional, au niveau local? Ouais, ça serait plutôt, oui, ça va, faut commencer petit. Et vous, par rapport à Paris, comment vous considérez les choses? C'est quand même compliqué comme pays, la France, c'est quand même très centralisé, beaucoup de choses se passent à Paris. Pour vous, c'est quoi? C'est plutôt une opportunité parce que finalement en province il y a plein de choses à faire, ou est-ce que c'est un handicap en même temps parce que pour exister vis-à-vis de Paris? Non, parce que en fait tous les membres de Moi Moi sont originaires du Pays Basque, mais ils sont tous plus ou moins habitent à Paris. Et on a vraiment décidé de monter le festival au Pays Basque parce qu'au contraire c'est beaucoup plus facile. Alors même si peut-être que le public est un peu moins éduqué, parce qu'il y a moins d'offres et que ça va mettre plus de temps, peut-être que les politiques ne prennent pas conscience que forcément une part de culture dans leur ville c'est important, n'empêche que tout est beaucoup moins saturé et c'est beaucoup plus simple que de monter des événements à Paris. On en reste pas mal persuadés. C'est plus simple, mais par rapport aux relations que vous avez avec les tourneurs, les bookers, comment ça se passe là? Ça, on a eu de la chance encore une fois d'habiter à Paris, donc vous avez un réseau déjà qui est constitué. Ouais, quand même, on a pu être identifiés et du coup, et puis il y a plein de membres encore qui sont à Paris, on y monte régulièrement et c'est un réseau ça qu'il faut entretenir à l'année pour dire que voilà, on est toujours là et c'est pas parce qu'on habite plus au Pays Basque qu'on passe nos journées à la plage. C'est pas le cas. Oui, il faut vraiment mettre un terme à tous ces clichés. Exactement. Toi, Auriol, comment tu te situes justement par rapport à ça? Toi, tu as la chance, effectivement, comme tu le disais, c'est à la fois une chance et un problème de venir de Barcelone, parce qu'on te prend pour le roi du pétrole, on pense que tu as un chéquier énorme, mais en même temps, par rapport à d'autres festivals, par rapport à cette concurrence qu'il peut y avoir à Barcelone, toi, comment tu vis ça, justement? Par rapport à Sonar, déjà, comment ils ont pris la chose? Quelles sont les relations avec Sonar, par exemple? There are many big festivals like us, so we don't have a real relationship with other festivals. I mean, I think we know each other, we invite them. Sometimes they come to our festival, they like the program, we go to Sonar, so same with Primavera, for example.
We like also Primavera. There are these big two festivals in Barcelona and also other ones. But sometimes we speak inside the Mira Festival, inside the group, and we think about, okay, we could do something together, or we take advantage of their knowledge, because they are doing it for like 15, 20 years. This year, it's like the birthday, 20 years birthday. But we don't really find a way, because it's another league, it's another level, and I don't know how to take advantage of these monsters like this. I think that, as we said before here, that it's better to try to contact small festivals, because you are like in the same moment, and it's easier to find this relationship, or to find this comfortable moment between or among different festivals, small festivals. Et en Espagne, comment ça se passe justement? Enfin, le pays est quand même en crise, on le sait tous. Par rapport aux gros festivals, comment ils s'en sortent concrètement? Ça, c'est quoi le modèle qui est en train de se dessiner? Bon, ça reste quand même des grosses machines. Quelle est la situation concrètement? Well, I think, we read some reports this week, and like the 30-40% of festivals or more are in danger, because first thing is the VAT. It's like the 21%. In 1 year was like 8%, then 9%, and now it's 21%. Like 13% in 1 year increased the VAT. And the second one is because of the subsidies, as we said before, because big festivals that had a high dependency on subsidy, I mean like 70%, 80%, and this subsidy was like 50% less this year, or 40%, 60% less. They cannot manage it, and they can handle it, and they have to close the festival. So that's the main problem. Then it comes the other problem with the crisis, that the other festivals cannot pay production, cannot pay the people who work in the festivals. So it's like a chain, going down. It's complicated. So in Spain, like basically there are two survivors. I mean, the small festivals that manage very good and control the costs, and the other ones that for this capacity concept, I mean, bringing 100,000 people or more, they can manage and afford it. These two festivals, 3 festivals, 4 festivals, big festivals in Spain, I think they have like 60% of people that are coming from other parts of Europe or USA. I mean, there are lots of international public. I don't know if, I'm sure, I mean, they are sure, if these festivals could keep on without the international public. You sell Barcelona. Barcelona for people is, I don't know, food or beach or good weather, and that's one of the things you sell. Then you sell also music, artists, but I think that's the concept more or less now. Big festivals can keep on working because 60-70% is international public. So in Mira Festival we have many national public, because it's only 1,500, 800 people, so it's basically national public. Vous qui êtes de l'autre côté des Pyrénées, vous avez dû remarquer que le public, enfin le jeune public du Sud-Ouest allait quand même souvent en Espagne dans les festivals parce qu'il y avait un manque flagrant auquel vous répondez quelque part. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place justement? Est-ce que vous êtes un peu optimiste sur la venue de, je sais pas, le nouveau festival? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être des petites initiatives comme les vôtres qui vont continuer à naître, à éclore? C'est pour ça que je suis content de l'explication qu'il a donnée, parce que pour moi, les festivals espagnols, alors peut-être Barcelone c'est différent, mais pour moi c'était voué à l'échec. Je ne comprends plus le système économique, je ne comprends pas comment ils peuvent survivre. On a à Bilbao, il y a le BBK, je ne comprends pas. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que nous on est plus voué à... Je pense qu'on a le bon système économique aussi. On est flex, on ne gagne pas d'argent nous, donc de toute façon... donc je sais pas, après nous, de l'autre côté il y en avait qu'un très gros, mais on a le rapport, il y a le Big Festival, mais c'est le nombre, le Big Festival à Biarritz qui s'est monté. Donc là on a le 2 poids 2 mesures, 2 festivals, on les en face, on s'est monté la même année, donc
À un mois d'intervalle, du coup, lui, c'est en juillet. c'est à mois d'intervalle, enfin ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout évidemment sur la même cible, mais même je suis pas sûr que le modèle est viable. Voilà. Quand tu dis qu'il n'est pas viable, c'est par rapport à quoi? C'est quoi concrètement le problème? C'est des cachets trop forts par rapport à... Enfin, qu'est-ce qui fait que le truc n'est pas rentable finalement? T'as juste à y aller. Non mais il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas assez de personnes dedans, et je critique pas le festival parce que j'aurais été le premier à l'adolescence à être ravi qu'il y ait des gros... Mais je pense que c'est... Il faut dire que c'est un échec de public en fait. Ouais, mais justement, je pense qu'ils ont pris un ancien modèle. Pour le coup, quand tu nous demandais quels sont nos modèles, ils ont pris un ancien modèle, ils l'ont copié-collé aux Pays-Bas parce que c'est une région à la mode, la Nouvelle-Californie, tout ce que tu veux. Mais voilà, et je pense qu'ils n'ont pas réfléchi justement à comment on monte petit à petit un festival. Voilà. Je suis très critique avec le film, mais c'était pas le but. Tu parlais du BBK de Bilbao. Concrètement, c'est quoi le problème? C'est des choses qui sont déficitaires? Enfin, c'est quoi c'est parce qu'ils sont sur la surenchère de têtes d'affiche qui coûtent trop cher? C'est quoi en fait? Je pense, oui, je pense qu'ils sont sur une grosse. Chaque année, c'est de plus en plus gros. Je sais pas vers quoi ça va aller, mais non, mais attention, là, c'est mon avis, je parle. Non, mais c'est vrai que c'est un festival, on sait, qui fait pas tellement envie, enfin, qui est une énorme machine. Ouais. Après, il y a des énormes machines qui sont rentables, donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir pourquoi. Peut-être tu as une réponse, Oriol, sur BBK, Bilbao? No, I don't know the case. I think, well, BBK has grown very fast. And if you look at the lineup, if you look at the lineup like 5 years ago, it was something more or less different. And now we're bringing big names, I mean, expensive names. And I don't know which is model, sponsorship, big sponsors, maybe, I don't know if they have a lot of public support or I don't know. Bah, je pense qu'ils ont misé quand même sur un public international. Enfin, ils ont voulu faire le gros festival à ce moment-là, à la fois sud-ouest de la France. Il y a aussi des festivaliers qui viennent d'Angleterre. Enfin, c'est le moment où pas mal de gens sont en vacances aussi, qui viennent exprès là. Enfin, il y a des Hollandais, il y a des Allemands. Enfin, c'est vraiment un public très varié. Est-ce que ça marche effectivement? Parce que ça, c'est typiquement le modèle à l'ancienne qui ne convient plus trop à un public exigeant finalement. Oui, mais attention, le public n'est pas toujours exigeant. Enfin, oui, mais bien sûr, il en faut pour tous. Il en faut pour tous les goûts. Non, mais la question, elle revient toujours à ça. Enfin, je veux dire, j'avais un peu l'impression que vous disiez que c'était peut-être des modèles casse-gueule finalement. Donc la question, c'est de savoir... Je ne sais pas si c'est des modèles casse-gueule, mais par rapport au Big Festival, on a un peu plus d'éléments pour en parler. Eux, voilà, c'est des personnes qui ont monté ça en se disant on fait ça à la base pour gagner de l'argent, c'est vraiment le but. Ils ont séduit une mairie, ils ont des grosses subventions, et en gros, ils partent du principe que limite les subventions devraient tout couvrir. Donc c'est là où c'est un peu casse-gueule, parce que chaque année, ils sont déficitaires, et ils ne peuvent pas se permettre de revenir en arrière, parce que ça serait encore plus casse-gueule. Donc ils sont obligés chaque année de faire une surenchère. Bon, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un équilibre? Je leur souhaite, voilà. Après... Donc en gros, la conclusion, c'est quand même que les subventions publiques, quelque part, c'est un modèle qui appartient un peu au passé, si j'ai bien compris. Ouais, je crois. Enfin, c'est quelque chose, de toute façon, sur lequel on ne peut plus compter, même s'il y en a encore, c'est quelque chose dont il faut quand même... Et moi, je crois, et puis il faut sortir de ce truc de à tout prix vouloir compter là-dessus, parce que alors c'est sûr, ça c'est pas dans les mêmes envergures, mais on arrive à faire des choses sans subvention, et voilà, donc il ne faut pas absolument penser à ça, je pense. Quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet, de votre côté? Sur les subventions, je pense que vous, c'est un peu spécial, parce que la France est quand même un pays assez différent par rapport à ça. Yeah, well, like I said, I'm just not so much in favor of public subsidies, and I just like the flexibility of having everything in your own hands and trying to set it up completely independent and finance it yourself. That is what I think. J'avais une question, oui. Mais nous, par exemple, avec l'Institut culturel basque, qui est très petit sur le papier, eux, par contre, nous suivent
ils nous payent une œuvre, enfin en fait chaque année on donne un dossier, on voit avec eux et ils nous créent une œuvre. Donc là par contre voilà, c'est des subventions intéressantes où on montre quelque chose. Allez voir le Pirate Atlantique ou Aquitaine, si c'est juste pour remplir un papier qui nous envoie de l'argent, je vois aucun. C'est ce qu'on disait au début finalement, c'est beaucoup de paperasserie pour pas grand chose. Il y a une question que j'aurais dû vous poser au début et que je vous pose maintenant en fait, parce qu'on arrive bientôt à la fin, c'est le nom, chacun de vos noms de festival, comment vous les avez choisis, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait une signification, est-ce que c'était quelque chose qui sonnait bien, forcément oui, mais est-ce que vous le voyez comme une marque, est-ce que c'est quelque chose, enfin, quel est votre rapport au nom, déjà à sa signification, comment vous l'avez choisi, et en gros, comment vous allez le faire vivre? Alors, nous, le nom, bon, déjà s'appelle Baléa Pop, alors qu'on n'est pas du tout un festival de pop. Et pas du tout au Baléa. Et on est pas du tout au Baléa, alors ok, on est dans la pop culture, mais bon. Nous, on l'a choisi parce que justement, nos amis qui montaient leur road festival plus dans les terres ont décidé de s'appeler Oucho Pop. Oucho en basque, ça veut dire la palombe. Et nous, en fait, donc, eux sont dans les terres et nous, on est au bord de l'eau. Donc, Baléa pour la baleine, donc Baléa Pop. Après, pour la marque, je pense que c'est plus Moi Moi, qui est un peu une marque de fabrique, un peu un esprit, voilà, parce que avant Baléa Pop, il y avait d'abord le collectif, donc Moi Moi, et pendant pas mal d'années, on a essayé de donner un peu les contours de ce que c'est Moi Moi, voilà, et je pense que la marque vient peut-être plus de là, à mon avis. Mais alors, en même temps, c'est une marque qui est moins connue parce que forcément, pour l'instant, c'est votre petit label, c'est le nom de l'agence, je crois aussi. C'est le nom du collectif. Du coup, on vous connaît plus par Baléa Pop parce que forcément, c'est le festival. Comment vous gérez tout ça? A priori, peut-être pas des questions que vous vous posez pour l'instant parce que ça paraît assez naturel. Ouais, bon, on essaie juste de préciser un maximum que c'est Moi Moi qui organise Baléa Pop. Voilà, après, si c'est Baléa Pop qui devient une marque, tant mieux. En fait, l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui accroche, ça va attirer le reste. Ouais. Donc, ça profitera de toute façon à voilà, l'activité. Donc, du coup, c'est pas un problème, au contraire. D'accord. Pitch, pour le coup, ça c'est peut-être le nom le plus simple et le coup de génie qu'il fallait trouver. Pitch, comment c'est venu? Ça n'existait pas d'ailleurs. No, we were a bit surprised as well. That didn't. And of course, a lot of people think first that it was Pitchfork Festival. So it's no, it's Pitch. But the name, we got it. We actually had to set up the whole festival really, really quickly in 5 months or so. And one of the things that we needed was a name, and we were thinking a little bit, and we couldn't find a real proper name, which had a bit of a catchy feel. So we just asked the whole company to come with suggestions. And actually the concierge of the building came up with Pitch. And we thought, well, it's okay, it has a bit of a nice ring to it, and we can relate it to that it's a pitch towards new artists, new music, new sound, etc. Plus, in the end, you can say a little bit that the actual name really doesn't matter. Because it's something that people have to get used to. As soon as they're used to it and they know the festival, they have an image in their mind of the festival, and the name is just the name. So when we started it and said it was Pitch, then we had some comments with, oh, it's a shit name, or some said, oh, great name. But now everybody just knows it as Pitch. C'était aussi quelque chose quand même d'assez simple et efficace. Enfin, facile à retenir en fait. Yeah, very easy to remember, yeah. Ce qui est assez important. Et le Mira, le sens? Well, Mira, we have like 2 reasons. The first one, Mira in Spanish is mirar, it's like look. It's a visual art festival, so it's like come and see, it's like the verb to look something. And then because it stands in Catalan from music and visual research. So it's like these 2 reasons. And it matches, and it was like, we got it. Tant que tu as le micro, je vais te poser la dernière question que je vous pose à tous. L'avenir de Mira, tu le vois comment? Ça passe par quoi? Dans un court terme et plus tard, comment tu vois les choses? Même si tu n'as pas forcément une boule de cristal. Well, I think in the short term, we have to collaborate with other festivals and increase our public target. Just, 20% or 30% next 2 or 3 years. And then I would like to
I don't know, to explore the concept maybe, or yeah, to go to other countries. I would like to go to other countries and to out to Spain, and then to, I don't know. Yeah, I think that's all. I think that what I first prefer is that the one we have now is going to be solid, and people will love it, and we will again have a very successful edition, and that next year we will say we will definitely come, and we can keep on programming in the way we have it now. And we are talking with people in Germany to see if we can do a German version. And I recently made contact from people from Barcelona and from the Basque Country, so maybe we can talk about pitch in the Basque Country. World domination, that's basically my... Bien sûr. Alors nous, l'avenir de Banapop, encore une fois, c'est compliqué parce que, alors je sais pas si c'est un défaut, mais je suis pas sûre qu'on soit très ambitieux dans le sens où on ne cherche pas à faire un festival avec 10 000 personnes, c'est pas du tout ça le but. Non, c'est vraiment l'avenir, déjà, c'est qu'il existe encore dans très longtemps, on serait vraiment fiers. Que voilà, on arrive à trouver un mode de fonctionnement où chacun, on puisse même en profiter, parce que ça, on est encore un peu dans la frustration, où on voit pas grand-chose du festival, donc peut-être que l'avenir, ça serait aussi qu'ils tiennent debout et qu'en plus, on puisse en profiter. Je sais pas, ouais, qui perdure, je crois que c'est vraiment ça. Oui, qui perdure et que chaque année ça soit vraiment une expérience. Enfin, même si on n'a pas beaucoup de numérique, beaucoup de choses, c'est quand même que quand les gens débarquent, ils soient dans un univers du premier jour au dernier jour et qu'ils en ressortent. Et chaque année, à la limite c'est chaque année, voilà, ça soit différent. Voilà. Et après, dans le futur, ce sera peut-être nos enfants qui le feront. Je vous le souhaite. Ce que je trouve assez rassurant après cette heure et demie de discussion, c'est que finalement, vous avez tous démarré il y a assez peu de temps, mais vous êtes assez confiants finalement. On a reçu ici des festivals beaucoup plus connus et établis que vous, et qui étaient beaucoup plus inquiets quant à leur avenir et à leur pérennité. Du coup, vous, avec votre forme de modestie, quelque part, vous avez quand même vous avez la tête sur les épaules et vous savez que voilà, faut grandir gentiment et qu'a priori, vous ne risquez pas grand-chose. Il faut pas être trop gourmand, et il faut être sincère et passionné, et puis voilà. Après, on arrivait, on en revient toujours au système économique, mais on est arrivé aussi au moment où on ne pouvait pas faire trop, donc en même temps, on s'adapte et on fait les choses bien. Donc c'est un peu logique aussi qu'on soit dans cet état-là. On va pas être déjà défaitistes. Maurice, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? No, basically that you have to do the festival that you would like to go. That's all. You believe in it and you feel the passion, as you said, so that's all. Hello, yeah. No, I got, yeah, no. No, yes. Everything is yes. Ça paraît clair. Je pense que quand même, tous les gros festivals, quand ils avaient comme nous 3 ans, je pense qu'ils avaient la même énergie, la même chose. Bien sûr, voilà, donc, écoutez, merci à vous. On va passer, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Je crois que, je ne sais pas, le micro, si ça va passer. Bonjour, je m'appelle Manuel, je suis directeur artistique du BBK à Bilbao. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce fabuleux festival. Je rigole, pas du tout. Vous avez eu peur un instant, c'était bien. Bon. Alors, tu as dit le big là, j'aurais peut-être. Alors le big va arriver. C'est très bien. J'avais 2 questions en réalité. La première question, c'était sur donc le modèle économique des artistes que vous côtoyez dans les festivals et que vous invitez. Sachant que ça a beaucoup changé depuis le téléchargement, etc. On ne va pas faire le débat. Est-ce que vous vous sentez en position de force, sachant que les artistes, c'est peut-être maintenant leur seul revenu de faire des scènes, entre guillemets, pour certains artistes. Et la seconde question, c'est une question par rapport à savoir si vous aviez une réflexion sur l'ancrage territorial de vos festivals respectifs. Qui commence? Alors, au niveau des artistes, ce qui est très dur, admettons qu'on pourra avoir un poids, vu qu'on n'est pas en contact direct avec eux, on ne peut pas vraiment mesurer. Là où on peut avoir un poids, enfin en tout cas amener la différence, c'est qu'après avoir discuté avec certains d'eux,
Ils sont hyper contents quand ils viennent jouer dans des festivals de taille humaine, parce qu'ils tournent et ça devient un peu impersonnel. Et je sais qu'on a eu des retours hyper agréables où ils disaient « Ok, c'est génial, on a l'impression de jouer à la maison, il y a un mélange de générations. » Donc là, peut-être qu'on pourra avoir un poids sur, même vous allez pouvoir vivre un peu un moment différent au milieu de votre tournée. Donc là, peut-être que ça pourrait influencer, mais franchement, j'en sais trop rien. Et après, la deuxième question, c'est au niveau de l'ancrage du territoire. Nous, ça s'est fait tout seul parce que c'était hyper important pour nous qu'on soit ancré au Pays Basque, que ce soit un festival réalisé par des personnes de là-bas, que par exemple toute la communication soit en bilingue basque et français, enfin que voilà, qu'on puisse être vraiment identifié comme étant de là-bas. C'est important pour nous de défendre, enfin, voilà, et de mettre en avant notre région et notre pays. Yeah, in a way, as artists have to make more money and more income out of their touring and their shows. You can say that you have a bit of a position in that you can make it a little bit more powerful. But what you also have to realize is that the whole festival market worldwide has exploded like 20-fold. Especially with the USA now being a serious player. It's just unbelievable how many festivals now are only in the USA. The Middle East coming up, Asia coming up. It's the demand for artists and the demand for talent is so huge that you in fact are in less of a position to accommodate the need for the artists to earn money out of shows. So I find it that because of that, it makes your position even more difficult. And territorial, no, we don't have any territorial drift really. You know, yeah, it's Amsterdam. I mean, it's very international, so we're very European-minded. Well, we don't care about territory. I mean, we do it in Barcelona, so we don't defend any territory. And about artists, I think it's more or less, I agree with what you said. When I look at Peach, it's a very good lineup, I have to confess, and other festivals. I think that the communication channels, I mean magazines, press that we read, they bring us more or less the same artists. I mean that we have at least like at the very beginning, like 50, 100 artists to choose. Are more or less different festivals from different places. We do the same list because there are some references. I mean, communication, press, etc. That we take this data, and sometimes I think that it would be good to have other names or other artists, new artists, because it would spread the market, and artists and agencies wouldn't be so confident that it doesn't matter if I don't go to this festival, another festival will pay me double. Because we have a demand from USA, we have a demand from other countries. As you said, China arises now, and they have it for sure. So it would be good to I don't know, to open the market in some way, to in order to I would say to decrease pricing basically. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va. Si ça marche. J'ai été directeur d'un festival dans l'Est de la France pendant presque une dizaine d'années, qui est resté jusqu'à une capacité de 1500-2000 personnes. Et en fait, la problématique sur les petites jauges, c'est souvent en fait la respectation des législations sur le travail sur les artistes amateurs. Je voudrais savoir si vous avez ces soucis-là ou pas, quoi. Parce que c'est vrai que la marche entre la professionnalisation, monter les 15-20 000 personnes, puis arriver avec des budgets pour vraiment être professionnel, et puis le cadre sur 1000 personnes, 1500 personnes, où on n'est pas sur un tout petit jauge, on est entre deux, c'est très compliqué au niveau des budgets, parce que les frais, c'est souvent les mêmes, entre 1500 et 2500 en fait.
Ben, c'est pas au niveau des budgets que je te parlerai, mais moi c'est vrai au niveau de la législation. C'est vrai que nous on fait ça à la base en collectif, on a mis des amis, et plus on monte, plus il y a plein de choses réglementaires. Franchement, on ne connaissait rien. Qui se complexifie. Ouais, voilà, on ne connaissait rien, donc il y a des fois des bookers qui me demandent vous avez ci, vous avez ça. J'en sais rien. On n'a même pas encore, je vous dis, on n'a même pas la licence du spectacle parce que là après c'est de la paperasse, il faut 50 000 papiers, nous renvoient, nous on l'a même pas au bout de 3 ans. Non mais. Et c'est vrai que c'est cette année où on commence à être entre deux, ça commence à être chaud pour nous. Auriol, tu as une réaction par rapport à ça, par rapport justement à la complexité qu'il peut y avoir? Est-ce que c'est pareil en Espagne, à Barcelone? Legislation, you mean, what you said? Well, yes, but we try to avoid it. I mean, in this case, we couldn't do the festival. If I have to comply with everything they ask us, in 1,500, 2,000 people, you cannot do the festival. It's impossible because you have to pay too many things. Security, I mean, for 1,000 people, we pay like ambulance, okay, I'm okay with that. But it's like 700 euros. Plus security, you calculate, I mean, the square meters, you need 4 guards, and for the legislation, we need like 15 guards, or 10 or 15, I don't know. So then comes the authors, these authors, the name is Guy, you know, you have it. This guy is the artist, artists who collect money, I mean, this organization, this association. PRS. Yeah. So it's like a 10% also, so I mean, it's impossible. You have to pay everything. So we have to manage it to lie sometimes and sometimes to pay it, but... Yeah, and that is because we're a pretty big company, we have to do it. You know, we don't have the choice saying, no, we just do a little bit less security or we don't do that kind of paperwork and stuff. We really have to do it because we are checked like 10 million times by tax departments and bureaucratic and whatever they're all called. So that is also a reason why we have to look at like a certain, we can't do events for 2,000 to 5,000 people. Just too small for us. Because if we do that and keep on doing like that, it will always cost us money. So that makes it different, of course, when for smaller organizations, usually local authorities allow certain things which they will not allow with us. Est-ce que ça fonctionne? Juste une remarque par rapport à la licence spectacle. La remarque que je viens d'entendre me rassure beaucoup, parce que moi-même je suis en cours d'organisation d'un festival qui va avoir lieu en Ardèche au mois de septembre prochain, dans un centre de vacances, et on fait face à des difficultés incroyables. Donc contrairement à ce que disait Vincent, j'espère que la DRAC n'entend pas, moi j'espère qu'elle entend, parce que c'est des obstacles absolument incroyables auxquels on fait face, et les problématiques se démultiplient. Elles sont extrêmement complexes, et quand on part simplement avec la bonne volonté et la passion, et qu'on doit acquérir des connaissances en même temps qu'on les met en œuvre, c'est hyper compliqué, quoi. Donc on parle même pas d'essayer d'avoir des subventions, quoi. On parle juste d'essayer de se mettre carré. Et je sais pas si nous aussi on aura notre licence au mois de septembre pour commencer, c'est plutôt pas bien parti. L'année dernière, en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait une licence, parce que moi j'ai fait des études plus ou moins là-dedans, de médiation culturelle, et en fait on nous a appris qu'il fallait la licence s'il y avait, je sais plus combien c'était, de représentation à l'année. Et en fait ils ont spécifié ça comme si c'était, la fois pouvait être une représentation, et puis si on faisait une autre édition de Balavoine. Sauf qu'en fait c'est une représentation d'un concert. Et ça on l'a découvert l'année dernière. Et j'ai été donc en contact avec la DRAC, et j'ai été très agréablement surprise parce qu'ils nous ont pas du tout dit attention, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, on est conscient de tout ça, on veut juste être là pour que vous ayez essayé d'avoir un cadre un peu légitime et juridique, et voilà, de vous couvrir. Et bon voilà, on l'a pas eu l'année dernière, on n'a pas eu de soucis, ils savent que cette année on fait tout pour l'avoir. Après voilà, je pense qu'ils sont conscients quand même que c'est compliqué. Ouais. Exactement. Ça c'est évident. Alors des charges, mais quand même. Ouais.
Et je parle pas des contraintes de sécurité, j'étais ce matin au workshop à 10h du matin, je dis ça pour me faire passer pour un héros. Si, bravo. La tête me le reproche toujours. Et voilà, ça me paraît des problématiques autrement plus importantes, celles qui ont été évoquées ce matin lors du workshop, qui ont trait à la sécurité des festivaliers, à la gestion des flux, aux intempéries, et que ces problématiques de licence qui finalement sont des choses qui devraient passer dans des tuyaux de manière tout à fait automatique, sans avoir à être freiné par des contraintes purement bureaucratiques. Donc en gros, tout à l'heure, quand je parlais s'il n'y avait pas une taille critique que vous visiez, finalement, c'est une taille critique à éviter. C'est de... Ouais, en plus. Ouais, c'est ça, voilà. Par rapport à la taille critique, on voit bien, moi j'ai vécu sur une dizaine d'années, il y a une taille à soit on monte vraiment la marche en vrai, soit on reste en dessous. Mais on ne peut pas rester à mi-distance et sur une moyenne chose en fait. Et ça c'est des problématiques parce qu'en France il y a assez 1500 personnes, il y a des Croix-Rouge, il y a des coûts supplémentaires, commission de sécurité, Veritas et ainsi de suite, qui sont normales pour la sécurité du public. Et ça c'est clair, on l'a vu ce matin, il n'y a pas le choix. Une catastrophe est très vite arrivée. Par contre, c'est clair que niveau budget, après on se retrouve dans la capacité de dire ouais, on a besoin de subventions, et puis on a besoin de mettre le tarif un peu plus cher, et puis on a besoin d'essayer de faire prendre un artiste plus lourd pour amener plus de gens, et ainsi de suite. Et ça devient vite une sorte d'engrenage en fait, qu'on n'a pas forcément envie de prime abord, mais qui fait par le temps et l'expérience nous apporte l'expérience des autorités, l'expérience des partenaires, et nous apporte qu'on est obligé de suivre ce chemin-là, même si on n'est pas forcément dans la volonté de le faire, quoi. Comme à un moment donné, déclarer tout le monde, vraiment, il y a des choses pour passer un certain cap, peut-être les 3 ans, j'espère que ça se passera très bien pour vous, mais la 4e, 5e année, passer un certain cap, on vous repère quoi, en gros, et le public vous repère aussi, donc il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de risques. Donc ça devient, il y a quelque chose avec les années qui fait que l'énergie au début, en fait, faut la garder, mais des fois c'est dur. C'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'on a eu cette réflexion l'année dernière. Est-ce qu'on montait en gros à 5000 personnes, ou est-ce qu'on restait, on faisait ce qu'on aimait d'autant plus à 1005 ou même peut-être moins, c'est pas grave. Et c'est pour ça que cette année la prog, tout le monde dit ouais, il n'y a pas comme l'année dernière. Non, enfin, on revient à ce qu'on sait faire, on revient à ce qu'on a envie de faire, et on s'emmerde pas parce qu'on a envie de profiter aussi du festival, en plus nous-mêmes. On a fait le festival qu'on aimerait avoir, et en plus on peut pas en profiter. Donc bon, c'est sûr. Une dernière question? Non, peut-être. Pas de questions. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Et bon courage pour la suite. Bonne chance. On vous dit merde à tous. Et puis, merci aussi à vous tous. Un festival. C'est ça, on se retrouve tous. Merci.